Jean-Claude Martinez, bonjour. Bonjour et merci. Vous avez été et vous êtes le précurseur dans la volonté, dans la théorie de supprimer l'impôt sur le revenu. Ça fait 25 ans que vous nous parlez et vous nous dites tous les mérites de cette suppression. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment sérieux? Bien oui, je sais bien, ça consiste à dire, bon, vous voulez supprimer tous les impôts. Moi, je rappelle qu'il y a en France, officiellement, finalement, près de 200 impôts. Et rien que pour l'impôt sur le revenu, il y en a 3. L'impôt sur le revenu qui est la taxe d'habitation, qui remonte à la Révolution française. On paie en fonction du revenu révélé par votre loyer ou révélé par la valeur locative de votre logement. C'est un premier impôt sur le revenu. Il y a un deuxième impôt sur le revenu que tout le monde connaît, la CSG, qui est l'impôt sur le revenu de Michel Rocard de 1990, que paie tout le monde. Et puis il y a l'impôt sur le revenu, celui auquel on pense quand on en parle, qui est l'impôt sur le revenu de Caillaux, de Joseph Caillaux, finalement, qui remonte à 1914-1917, qu'on connaît plus sous le nom de IRPP, l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Et c'est un de ces trois, l'IRPP, l'impôt sur le revenu des personnes physiques, que je souhaite, que je veux, avec tous les prix Nobel d'économie. Le prix Nobel Maurice Allais, le prix Nobel américain Franco Modigliani, le prix Nobel anglais James Meade, le socialiste prix Nobel Myrdal, Gustav Myrdal, suédois. La plupart des prix Nobel, sinon tous les prix Nobel, ont tous dit avoir imposé le revenu, c'est-à-dire la création de la richesse, le travail, la main qui travaille, ce n'est pas économiquement raisonnable. Ce qui est raisonnable, c'est d'imposer la dépense, mais pas le revenu. Donc, je ne sais pas si c'est pas sérieux, mais en tout cas, alors, tous les prix Nobel d'économie ne sont pas sérieux. D'accord. Mais alors, pourquoi, concrètement, l'impôt sur le revenu, celui-ci et pas l'autre, les autres, pourquoi l'impôt sur le revenu? Mais d'abord pour être raisonnable, mais parce que cet impôt sur le revenu est devenu symbolique. Il y a un immense, contrairement à ce qu'on croit, un immense facteur d'injustice. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Union européenne, avec l'absence de frontières. Et les Français, par rapport aux Allemands, par exemple, supportent à peu près 5 points de PIB de charge en plus. La richesse française étant, mettons, de 2000 milliards d'euros, ben 5 points, 5 fois de 10, si je veux dire, on est à une centaine de milliards d'euros. C'est-à-dire, les Français courent les Jeux Olympiques économiques, si j'ose dire, avec des semelles qui pèsent 100 milliards de plus que celles de l'Allemand, et sans parler des États baltes. Donc, rétablir un petit peu la justice à l'intérieur. Et puis, il n'a échappé à personne qu'il y a une crise économique, finalement. Et on essaie de booster la demande, de créer de la demande, et de booster, de créer de l'offre aussi. C'est-à-dire d'alléger les entreprises qui paient l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, ou l'avocat, le médecin qui paie au titre des bénéfices non commerciaux, ou le paysan qui paie au titre des bénéfices agricoles. Donc, on veut relancer l'offre des entreprises, et en même temps, on veut aussi que le pouvoir d'achat des gens, des 19, disons la vingtaine de millions de Français qui le paient, petits ou très très gros, soit aussi relancé. Donc, pour relancer la demande, pour relancer l'offre, pour établir la justice, pour qu'on soit en concurrence dans cette mondialisation et pour sortir de la crise par un vrai choc. Parce qu'à l'heure actuelle, supprimer l'impôt sur le revenu sur les heures supplémentaires depuis 2017, proposer de supprimer le deuxième tiers provisionnel ou éventuellement d'exonérer les 2 millions de contribuables de la première tranche. Tout ça, c'est des petites mesures rikiki. Ça crée des trous, mais ça ne crée pas le choc psychologique de la relance. C'est d'avoir ce vrai choc psychologique, et en France, et en Europe, et dans le monde, d'être le premier pays en Europe, et même le premier pays au monde, parce que nous le pouvons, qui supprimerait l'impôt sur le travail, sur les revenus du travail, l'impôt sur la main qui va créer de la richesse finalement, que ce soit la main du peintre, la main du salarié, la main de l'instituteur, ce qui crée le travail, la richesse qui permet de tenir la faucille, le marteau, le stylo, le stéthoscope, c'est la main de la chapelle Sixtine. Et imposer l'impôt sur le revenu, c'est comme imposer la main, c'est comme couper les mains. C'est pas très intelligent de couper les mains. Permettez-moi, Monsieur Martinez, comment pouvons-nous supprimer cet impôt sur le revenu? Pouvons-nous le supprimer d'un coup de baguette magique, par exemple? Non, je ne suis pas un magicien, quoi, finalement, quoi. Harry Potter, si vous voulez. Mais le défaut de l'impôt sur le revenu devient un avantage fantastique si on veut le supprimer. C'est que l'impôt sur le revenu français, la France est un des rares pays au monde qui peut supprimer son impôt sur le travail. C'est que nous avons un système qui est extraordinaire, qui est un lait de l'histoire, enfin un héritage de l'histoire, c'est qu'il est hyper concentré. Il y a à peu près 36 millions de Français qui font une déclaration d'impôt sur le revenu, et il y en a un peu moins de 20 millions, disons 19 millions, qui le paient. Et dans ces 19 millions qui le paient, vous voyez déjà la concentration, hein, 19 qui le paient, autour de 17 millions qui ne le paient pas. Vous voyez déjà la concentration. Et parmi les 19 qui le paient,
Ceux qui paient presque 30%, c'est 1%. C'est-à-dire en haut de l'échelle, ceux qui vont payer 30%, l'impôt sur le revenu, c'est 52, 57 milliards, disons 60 pour simplifier. Ceux qui paient 20 milliards, c'est 1%. 1% des Français, disons 200 000 Français paient 20 milliards. 200 000 Français paient 20 milliards. Ce qui veut dire que 200 000 sur près de 20 millions, c'est-à-dire qu'il y a presque 19 millions de Français qui, eux, ne vont payer que les 40 milliards. 19 millions vont se partager 40 milliards à payer et 200 000 vont payer eux-mêmes tout de suite 20 milliards. Ce qui veut dire que c'est une chance extraordinaire parce que si on commence par les grandes quantités de contribuables qui paient peu, on a un grand choc numérique pour un choc budgétaire très faible. Donc il faut le supprimer en 5 ans, annoncer qu'on le supprime en 5 ans. On a le choc international immédiatement. La France libère ses contribuables, mais on sait qu'on va le faire en 5 ans. Et la première année, la deuxième année, la troisième année, on s'attaque aux contribuables qui paient très peu finalement. C'est ce que propose de faire Nicolas Sarkozy pour une tranche. Nicolas Sarkozy dit, je propose d'exonérer la première tranche. C'est-à-dire... allez, autour de 2 millions de contribuables pour simplifier les calculs. Eh bien, ces 2 millions de contribuables vont faire perdre, si on les exonère, autour de 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros, pour qu'on me comprenne bien, la réforme de M. Sarkozy du mois d'août 2007, qu'on appelle la loi TEPA, qui a exonéré un petit peu d'ISF, un petit peu de droits de succession, un petit peu d'impôt sur le revenu des heures supplémentaires, a coûté chaque année 13 milliards. La réforme de M. Sarkozy du mois d'août 2007 coûte chaque année 13 milliards. À ce prix-là, qu'est-ce qu'on pouvait acheter? Eh bien, Martinez vous dit, à 13 milliards, on pouvait acheter pour plus de 10 millions de contribuables assujettis aujourd'hui à l'impôt sur le revenu qui ne l'auraient plus été. C'est-à-dire, avec le prix, le coût de la réforme Nicolas Sarkozy d'août 2007, on exonérait plus de 10 millions de contribuables. Ce qui fait qu'au bout de 4 ans, de l'exonération progressive, c'est là où on arrivera parmi les contribuables qui paient le plus. Mais en attendant, on aura déjà engrangé de l'argent par le choc psychologique finalement. Autrement dit, c'est une réforme qui les premières années rapporte plus que ce qu'elle coûte. Ça paraît magique. Et simplement par une raison toute bête, c'est que quand vous supprimez l'impôt sur le travail, si je laisse son impôt sur le revenu à l'institutrice, ben que fait l'institutrice? Elle va acheter la robe qu'elle n'a pas pu acheter, la Clio qu'elle n'a pas pu acheter, en espérant qu'elle n'achètera pas une voiture japonaise ou allemande. Mais c'est une vingtaine de pourcents des importations. Et quand elle achète une robe supplémentaire, un maillot supplémentaire, quand elle achète une Clio supplémentaire, cette Clio est vendue par Renault. Et Renault paie de l'IS sur cette Clio, et il y a de la TVA sur cette Clio. Donc, on ne remplace l'impôt sur le revenu par rien, mais le simple fait de le supprimer élargit la base imposable à la TVA, élargit la base imposable à l'IS. Et c'est ça qui est le miracle, finalement. Sans augmenter les autres impôts, on augmente automatiquement la base de la TVA et la base de l'IS, mais sans que le taux de la TVA et sans que le taux de l'IS soit augmenté. Donc on a bien compris, on supprime l'impôt sur le revenu, mais on ne le remplace par rien. Surtout rien. C'est quelqu'un qui va faire un régime amaigrissant, ne pose pas la question au docteur. Bon, bah alors docteur, je ne vais plus me goinfrer de pâté, je ne vais plus me goinfrer de jambon et de saucisson, mais alors en échange, je mange quoi? Alors, comment finance-t-on les écoles, les routes, les hôpitaux? Tout ça, c'est l'impôt sur le revenu. Quelle est la solution? Première réponse qui n'en est pas une. Malheureusement, pour l'instant, on ne finance pas les hôpitaux. Faire une IRM, c'est 3 ou 4 mois de queue. Demander un scanner en cas d'hémorragie cérébrale si vous avez 85 ans, c'est un refus. Sortir de l'hôpital quand on vous a enlevé les amygdales, regardez, on sort alors que c'est pas cicatrisé, la petite fille meurt. Non, c'est que cet impôt sur le revenu à 52 milliards, si on le supprime, il produit un effet de base sur la TVA et sur l'IS, et donc il rentre un supplément d'argent, il produit un effet psychologique, un effet finalement d'aspiration de la matière imposable de la Belgique, de l'Allemagne, parce que les gens, les cadres supérieurs apprennent qu'on ne paie pas l'impôt sur le travail en France, et les cadres, au lieu de se délocaliser à Londres, ils restent en France ou ils rentrent de Londres, et cela crée un effet psychologique, parce que brutalement, le médecin qui apprend que l'année prochaine il ne paiera plus l'impôt sur le revenu, il a envie d'aller soigner ses malades, de monter les étages, de rendre des visites. Donc on a un effet de base, un effet de libération psychologique des contribuables et des producteurs français et un effet d'aspiration en Europe parce que les entreprises se délocalisent de l'Europe vers la France
pour ne pas payer l'impôt sur les BIC, les BNC. Et des cadres supérieurs, des traders de Londres, ont intérêt à faire du trader à la spéculation depuis Paris, quoi. Monsieur Martinez, merci pour toutes ces explications et à la prochaine. Bien, à la prochaine, sans impôt sur le travail. À la prochaine.